Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Je m'appelle Anna Mercier et j'ai 28 ans. Il y a 3 semaines, debout dans le salon vide d'un funérarium, j'ai réalisé que tout ce que mes parents m'avaient raconté n'était qu'un tissu de mensonges. Le vieil homme dans le cercueil, celui qu'ils qualifiaient de dangereux, celui qu'ils avaient traîné en justice à 3 reprises, celui pour qui ils avaient érigé une palissade de 3 mètres de haut pour me tenir à l'écart, n'était pas une menace. C'était mon grand-père. Et l'enveloppe que l'avocat m'a remise ce jour-là contenait un secret vieux de 45 ans. Une fuite dissimulée, une identité volée et un amour si silencieux que j'ignorais jusqu'à son existence. Durant toute mon enfance, mes parents m'ont mise en garde. Je devais rester loin de Marcel Dubois. Ils disaient qu'il était obsédé, instable, un danger pour notre famille. Pourtant, quand il est mort seul, j'ai été l'unique personne venue lui dire adieu. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la vérité sur la clôture, les procès et sur l'homme qui avait passé 4 décennies à me protéger à distance. Avant de vous raconter la suite, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. Mais faites-le seulement si cette histoire vous touche vraiment. Et si vous me regardez de quelque part dans le monde en ce moment, écrivez votre ville et l'heure dans les commentaires. J'aimerais savoir que je ne suis pas seule. Voici l'histoire du grand-père que je ne savais pas avoir et du père que j'aurais préféré ne jamais connaître. La clôture a été installée l'été de mes 5 ans. Je me souviens d'être restée dans le jardin, tenant la main de ma mère, regardant 2 ouvriers en bleu de travail sceller des poteaux dans le sol. Mon père se tenait à côté d'eux, les bras croisés, donnant des directives d'une voix basse et ferme. « Pas d'espace, répétait-il. Je vous paie un supplément. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun jour entre les planches. » La palissade mesurait 3 mètres de haut. Faite de solides planches de chêne teintées noyer foncé. Elle courait sur toute la longueur de notre propriété, séparant notre maison de celle d'à côté. J'ai demandé à ma mère pourquoi nous en avions besoin. Elle s'est agenouillée, a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille et a dit « Pour nous garder en sécurité, ma chérie. » En sécurité de quoi? Elle n'a pas répondu. Elle s'est simplement levée et est rentrée à l'intérieur. Pendant 2 ans, cette clôture a fait exactement ce que mon père voulait. Elle bloquait la vue, elle bloquait le son, elle bloquait toute possibilité de contact avec l'homme qui vivait de l'autre côté. Mais le bois travaille. À mes 8 ans, un petit espace s'était ouvert près du coin arrière de notre jardin. Juste une fente, pas plus large que mon pouce, mais suffisante pour voir à travers si je collais mon visage contre le bois. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à regarder la première fois. La curiosité peut-être, ou la solitude. Je me suis accroupie, j'ai mis mon œil contre la fente et je l'ai vu. Un vieil homme assis dans un fauteuil à bascule sur sa terrasse arrière. Il ne faisait rien de menaçant. Il était juste assis là, les mains jointes sur ses genoux, regardant vers notre maison. Et quand il m'a vue, je suis sûre qu'il m'a vue parce qu'il s'est figé, il n'a pas fait de signe, il n'a pas crié, il a juste souri. Un petit sourire triste que je ne comprenais pas. Je me suis reculée et j'ai couru à l'intérieur, le cœur battant pour des raisons que je ne pouvais nommer. Mes parents ne prononçaient jamais son nom. C'était toujours cet homme, ou le voisin, ou, le plus souvent, rien du tout, juste du silence et des rideaux tirés. « Reste loin de la clôture du fond », disait mon père au petit déjeuner. Sa voix était calme mais définitive, comme toujours. « Ne t'en approche pas. N'essaye pas de regarder par-dessus. Tu as compris ?» J'hochais la tête. J'hochais toujours la tête. Ma mère était plus subtile. Elle fermait les volets chaque fois qu'elle passait devant les fenêtres qui donnaient sur sa maison. Elle me faisait rentrer si je passais trop de temps dans le jardin. Une fois, quand j'avais 10 ans, je lui ai demandé pourquoi nous ne pouvions pas simplement lui parler. Pourquoi nous devions faire semblant qu'il n'existait pas. Elle a posé le plat qu'elle essuyait et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose entre la peur et la fureur. Parce que certaines personnes ne méritent pas d'explication, Anna. Certaines personnes sont juste mauvaises. Et ton père et moi te protégeons de cet homme depuis le jour de ta naissance. Le moins que tu puisses faire, c'est nous faire confiance. Je n'ai plus jamais posé la question. Mais je remarquais des choses. La façon dont la mâchoire de mon père se crispait chaque fois qu'une portière de voiture claquait à côté. La façon dont ma mère observait depuis la fenêtre de la cuisine, les bras croisés,
la bouche pincée en une ligne fine. La façon dont il n'invitait jamais les voisins de l'autre côté à leur dîner, même si les Leroux vivaient là depuis toujours. J'ai appris très tôt que les questions sur Marcel Dubois n'étaient pas les bienvenues chez nous. Le silence était le prix de la paix, et je l'ai payé année après année parce que je ne connaissais pas d'autre moyen d'être une bonne fille. Mais la fente dans la clôture est restée, et lui aussi. Les procès ont commencé quand j'avais 12 ans. Je ne comprenais pas ce qui se passait au début. Juste que mon père passait beaucoup de temps au téléphone avec un certain maître Laurent Vidal et qu'à chaque fois qu'il raccrochait, il tapait du poing sur le comptoir de la cuisine en murmurant quelque chose à propos de ce vieux bâtard têtu. Le premier procès concernait des feuilles. Le chêne de Marcel laissait tomber des feuilles dans notre jardin chaque automne, et mon père prétendait que c'était une nuisance, un risque sanitaire, un acte délibéré de harcèlement. Il a porté l'affaire devant le tribunal d'instance. Le juge a rejeté la demande en moins de 10 minutes. Le deuxième procès est arrivé 1 an plus tard. Mon père a accusé Marcel de surveillance, de se tenir à ses fenêtres et de nous fixer pendant des heures. Il n'avait aucune photo, aucune preuve, juste sa propre insistance. Cette affaire a été classée sans suite également. Le troisième procès fut le pire. J'avais 16 ans, assez grande pour comprendre ce qu'étaient les ordonnances de protection. Assez grande pour m'asseoir dans le couloir du palais de justice pendant que mon père essayait de convaincre un juge que Marcel Dubois était une menace pour notre famille. Il a demandé au tribunal de forcer Marcel à déménager, à quitter la maison où il vivait depuis plus d'1 décennie. Marcel ne s'est présenté à aucune des audiences. Il a envoyé son avocat à la place, un homme aux cheveux gris en costume de laine qui parlait d'un ton calme et mesuré. Il a présenté des factures, des dossiers fiscaux et des attestations d'autres voisins affirmant que Marcel était discret et ne causait aucun problème. Le juge a rejeté la requête de mon père. Et quand nous avons quitté le tribunal ce jour-là, mon père n'a parlé à personne pendant le reste de la semaine. Je me souviens avoir pensé, même à l'époque, qu'il y avait quelque chose d'étrange dans tout cela. Pourquoi mon père s'en souciait-il autant? Pourquoi voulait-il si désespérément que cet homme parte? Je n'avais pas de réponse, mais j'ai retenu le nom de l'avocat de Marcel, Laurent Vidal. Les cadeaux ont commencé à apparaître quand j'avais 8 ans. Le premier était une petite poupée en bois, sculptée à la main, avec une robe bleue peinte et des cheveux jaunes. Je l'ai trouvée sur les marches arrière un matin, nichée dans une touffe de trèfle. Pas de mots, pas de nom, juste la poupée, lisse et chaude dans mes mains. Je l'ai apportée à l'intérieur et j'ai demandé à ma mère d'où elle venait. Elle l'a regardée, a froncé les sourcils et a dit « Peut-être d'une voisine, Madame Leroux. Probablement. » Mais je savais que ce n'était pas Madame Leroux. Elle ne sculptait pas le bois. Et de plus, la poupée avait été placée sur nos marches arrière. Pas sur le porche avant où les invités laissaient nous poser des choses. D'autres cadeaux ont suivi au fil des ans. Une édition illustrée du Jardin secret quand j'avais 10 ans. Une boîte de crayons de couleur Prismacolor de 72 nuances quand j'avais 12 ans. Un marque-page en argent gravé d'une citation des 4 fils du Dr March quand j'avais 14 ans. Ils apparaissaient les jours où j'en avais le plus besoin. Après avoir raté un contrôle de maths, après m'être disputée avec ma mère, après que ma meilleure amie a déménagé et que j'ai passé 1 semaine à pleurer dans ma chambre. Je n'ai jamais parlé des suivants à mes parents. Je les cachais dans une boîte à chaussures sous mon lit, empilée entre de vieux journaux intimes et des projets scolaires oubliés. Parce que même si je ne savais pas qui les déposait, je savais que mon père me les enlèverait s'il l'apprenait. Il aurait dit que c'était inapproprié, suspecte, la preuve que quelqu'un m'observait. Et peut-être que quelqu'un m'observait, mais le dernier cadeau était différent. Il est arrivé le jour de mes 18 ans. Un petit cadre photo en bois avec des sculptures complexes sur les bords. Le cadre était vide, mais en bas, pyrogravé dans le bois avec une écriture soignée, il y avait 4 mots, « Pour Anna, avec amour ». C'est là que j'ai su que les cadeaux ne venaient pas de Madame Leroux. Ils venaient de lui. Je suis partie pour l'université la semaine après mes 18 ans. L'Université de Lyon m'a donné un sentiment de liberté. J'ai étudié les sciences de l'éducation, je me suis fait des amis qui ne connaissaient pas mes parents et j'ai construit une vie où je n'avais pas à marcher sur des œufs dans le silence. Je rentrais à la maison pour Noël. Mais chaque visite semblait plus courte, plus froide. Ma mère faisait des commentaires sur mon poids,
Mes vêtements, mes choix. Mon père s'asseyait dans son fauteuil en cuir et posait des questions pointues sur mes notes, mes finances, mon avenir. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai pris un poste d'institutrice dans une école maternelle près de Grenoble et j'ai emménagé dans un petit appartement avec des meubles IKEA et des murs que je pouvais peindre de la couleur que je voulais. Je rendais visite à mes parents peut-être 2 fois par an, juste assez pour éviter la confrontation. Mais un week-end, quand j'avais 27 ans, je suis retournée déposer quelques vieux cartons que ma mère réclamait. Je me suis garée dans l'allée, j'ai porté les cartons à l'intérieur et je suis sortie dans le jardin pour voir si la vieille balançoire était toujours là. Elle n'y était plus, mais la clôture, oui, et la fente aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé à travers à nouveau. Peut-être parce que j'étais une adulte maintenant et que les vieilles règles ne semblaient plus compter. Ou peut-être parce que je n'avais jamais cessé de me poser des questions. Je me suis accroupie, j'ai pressé mon visage contre le bois et j'ai regardé. Marcel était toujours là, plus vieux, plus maigre, les cheveux complètement blancs. Il était assis dans le même fauteuil à bascule, une couverture sur les genoux, regardant vers notre maison avec la même expression triste et patiente dont je me souvenais de mon enfance. Je voulais dire quelque chose, l'appeler, lui demander pourquoi. Mais avant que je puisse le faire, la voix de ma mère a tranché l'air. « Anna, rentre tout de suite. » Je me suis reculée, le cœur battant. Ce fut la dernière fois que je le vis vivant. L'appel est arrivé un mardi matin d'octobre. J'étais dans ma classe en train de préparer de la peinture à doigts pour mes élèves quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. « Allô, est-ce que Anna Mercier? »« Oui. C'est de la part de qui? »« Je suis maître Laurent Vidal. » Je suis avocat au barreau de Lyon. Je vous appelle concernant la succession de Monsieur Marcel Dubois. Je me suis figée. Un pot de peinture suspendu au-dessus de la table. Je suis désolée, dis-je lentement. Je pense que vous faites erreur. Je ne connais pas de Marcel Dubois. Il y eut un silence. Puis, d'une voix plus douce, Maître Vidal a dit « Lui, il vous connaissait ?» Je me suis assise sur l'une des minuscules chaises de la classe, les jambes flageolantes. « Monsieur Dubois est décédé il y a 3 jours, » a continué l'avocat. « Il a laissé des instructions dans son testament pour que vous soyez contacté. Vous êtes désigné comme bénéficiaire et il a demandé que vous assistiez à ses funérailles. C'est ce vendredi à 14 heures. Je peux vous envoyer les détails si vous le souhaitez. »« Je ne comprends pas, » dis-je. « Comment connaissait-il mon numéro de téléphone? » Je n'ai pas de réponse à cela, mademoiselle Mercier, mais j'ai une lettre qu'il a écrite. Il a demandé que je vous la remette en main propre. Si vous acceptez de venir, je pense que cela en vaut la peine. J'ai fixé la peinture, les petites chaises, le tableau d'affichage couvert de pommes en papier canson. D'accord, dis-je finalement, j'y serai. En raccrochant, mes mains tremblaient. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai dit à personne. Vendredi après-midi, je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'au funérarium indiqué par Maître Vidal, un petit bâtiment sobre à la périphérie de la ville, le genre d'endroit qui organise des services pour les gens dont personne ne se souvient. Et je suis entrée pour dire adieu à un homme que je n'avais jamais vraiment rencontré. La salle était vide. Pas de fleurs, pas de photos, pas de personnes en deuil sur les bancs, juste un cercueil en chêne simple à l'avant de la pièce, fermé, avec un unique lisse blanc posé dessus. Je suis restée dans l'encadrement de la porte, mon sac serré contre ma poitrine, et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Un homme en costume gris foncé s'est approché par l'allée latérale. Il avait la cinquantaine, des cheveux argentés et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. « Mademoiselle Mercier ?» J'ai hoché la tête. « Je suis Laurent Vidal. » Il a tendu la main et je l'ai serrée. Sa poignée était chaude, ferme. « Merci d'être venu. Je sais que cela doit être déroutant. »« Où sont les autres ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. L'expression de l'avocat s'est adoucie avec quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Il n'y a personne d'autre. Marcel n'avait pas d'autre famille. Pas d'amis proches. Il vivait en solitaire. J'ai regardé le cercueil derrière lui. Alors pourquoi suis-je ici? Parce que vous comptiez pour lui, a dit simplement Maître Vidal, plus que vous ne le savez. La cérémonie fut courte. Un officiant que je ne reconnaissais pas a lu un texte générique. Pas d'éloge funèbre, pas de musique, juste
10 minutes de silence et de recueillement, et c'était fini. Alors que les employés des pompes funèbres commençaient à emmener le cercueil, Maître Vidal a touché doucement mon coude. « Il y a quelque chose que je dois vous remettre, dit-il. Marcel a laissé des instructions explicites. Il voulait que vous ayez ceci avant toute chose. Il a fouillé dans sa mallette et en a sorti une épaisse enveloppe Kraft. Mon prénom était écrit sur le devant d'une écriture tremblante. Anna. Il a demandé que vous la lisiez seule, dit l'avocat doucement. Mais quand vous serez prête, je vous expliquerai tout. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, je pouvais sentir des papiers, une lettre, autre chose, et toute ma vie était sur le point de basculer. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking du funérarium, l'enveloppe sur mes genoux, fixant mon nom écrit de cette main incertaine. Mes mains tremblaient trop. Mon esprit était trop bruyant. Finalement, j'ai ouvert le clapet. Il y avait 3 choses à l'intérieur. La première était une photocopie d'un testament officiel. Je l'ai parcouru sans comprendre la plupart du jargon juridique, mais mon nom apparaissait encore et encore. À Anna, legs, bénéficiaire. La seconde était une photographie. Elle montrait un jeune homme de 22 ou 23 ans, debout à côté d'une vieille Peugeot 305. Il portait une chemise blanche et un jean, ses cheveux étaient foncés et soigneusement peignés. Il souriait, confiant, détendu, le genre de sourire qui appartenait à quelqu'un qui pensait que le monde lui appartenait. J'ai fixé le visage sur la photo. Il ressemblait à mon père. Pas exactement. Les traits étaient plus doux, plus jeunes, moins sévères, mais la ressemblance était indéniable. La même mâchoire carrée, les mêmes yeux enfoncés, la même légère fossette au menton. Mon estomac s'est noué. Le troisième objet était une lettre manuscrite sur du papier ligné, pliée avec soin. Je l'ai dépliée et j'ai commencé à lire. « Chère Anna, je m'appelle Marcel Dubois et je suis ton grand-père. J'ai arrêté de respirer. Le vrai nom de ton père est Richard Dubois. Il y a 45 ans, il a commis une terrible erreur. Et j'ai passé chaque jour depuis à essayer de te protéger de la vérité qu'il ne pouvait pas affronter. Il y a un dossier, Maître Vidal là. J'espère que quand tu le liras, tu comprendras pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi je suis restée, pourquoi j'ai observé, pourquoi je ne pouvais pas partir, même quand ton père voulait que je m'en aille. Je suis désolée de ne pas avoir pu te le dire plus tôt. Je suis désolée de n'avoir pu t'aimer qu'à distance. S'il te plaît, pardonne-moi. » La lettre était signée de la même main tremblante. « Marcel, je l'ai lue 3 fois, puis j'ai commencé à pleurer. Je suis restée assise sur ce parking pendant 20 minutes à lire et relire la lettre, essayant de donner un sens à des mots qui ne cadraient pas avec la réalité que j'avais connue toute ma vie. Le vrai nom de ton père est Richard Dubois, mais le nom de mon père était Richard Mercier. Il avait toujours été Richard Mercier. J'avais vu son permis de conduire, ses cartes de visite, ses avis d'imposition. Je n'avais jamais remis cela en question. Il y a 45 ans, il a commis une terrible erreur. Quelle erreur? J'ai passé chaque jour depuis à essayer de te protéger de la vérité qu'il ne pouvait pas affronter. Me protéger de quoi? La lettre ne le disait pas. Elle ne faisait que le suggérer. Elle ouvrait une porte et me laissait sur le seuil, trop terrifiée pour entrer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Maître Vidal. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Mademoiselle Mercier? »« Quelle erreur ?» dis-je, la voix brisée. « Qu'a fait mon père ?» Il y eut une longue pause. Puis l'avocat a dit « Je pense que vous devriez venir à mon cabinet. Il y a des choses de ce que je dois vous montrer, des documents, des archives. Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer au téléphone. Dites-le-moi maintenant, maître, s'il vous plaît. » Je pleurais à nouveau. « Dites-le-moi simplement. » Il a expiré lentement. « Votre père a été impliqué dans un délit de fuite en 1980. Une jeune femme est morte. Elle s'appelait Claire Martin. Elle avait 19 ans. Votre père conduisait la voiture et ensuite, il a disparu. Le monde a basculé. Marcel a passé des années à le chercher, continua l'avocat, sa voix douce mais ferme. Quand il l'a finalement retrouvé, quand il a appris que Richard avait changé de nom, commencé une nouvelle vie. Et avait une fille, il a fait un choix. Il a emménagé dans la maison d'à côté, non pas pour le punir, non pas pour le dénoncer, mais pour être près de vous, pour s'assurer que vous étiez en sécurité, pour vous aimer de la seule façon qu'il pouvait. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus respirer.
Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise là et laisser la vérité m'ensevelir. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents ce soir-là. Je n'ai pas prévenu. Je n'ai pas planifié ce que j'allais dire. J'ai juste conduit. La lettre serrée dans ma main. Ma vision brouillée par les larmes et la rage. Quand je suis entrée dans l'allée, les lumières étaient allumées. La voiture de mon père était garée. Tout semblait normal, impeccable, parfait. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai frappé fort. Ma mère a ouvert, surprise. « Anna, qu'est-ce que... » « Où est papa? » Elle a cligné des yeux. « Il est dans le bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? » Je l'ai bousculé et j'ai traversé le couloir. Mon père était assis à son bureau, ses lunettes de lecture sur le nez, un verre de whisky à côté de son ordinateur. Il a levé les yeux quand je suis entrée. « Anna, c'est inattendu. »« Pourquoi m'as-tu dit que tes parents étaient morts? » J'ai dit cela, la voix tremblante. Il s'est figé. « De quoi parles-tu? »« Marcel Dubois. » J'ai levé la lettre. Il est mort la semaine dernière. Je suis allée à son enterrement et son avocat m'a donné ça. L'expression de mon père n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux, quelque chose de froid et de tranchant. Cet homme t'a rempli la tête de mensonges. Alors dis-moi la vérité. Il n'y a rien à dire. Il dit qu'il est mon grand-père. Il dit que ton vrai nom est Richard Dubois. Ça suffit! Mon père s'est levé, sa voix comme une lame. Cet homme était obsédé par cette famille. Nous t'avons protégé de lui pendant 28 ans. Et maintenant, tu vas le croire lui plutôt que tes propres parents. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, pâle. Richard. Reste en dehors de ça, Valérie. J'ai fait un pas en avant et j'ai posé la lettre sur son bureau. Lis-la. Il ne l'a pas fait. Il l'a prise, a jeté un coup d'œil à la première ligne et l'a jetée dans la cheminée. Le papier s'est enflammé instantanément. Les flammes ont léché les bords, transformant les mots de Marcel en cendres. « Cette conversation est terminée, » a dit mon père. Je l'ai fixée et puis je suis partie. Le cabinet de Maître Vidal se trouvait dans un vieil immeuble en briques au centre-ville, le genre avec des parquetines qui craquent et des portes en verre dépolies. Son nom était peint en lettres dorées. Laurent Vidal, avocate à la cour. J'ai monté l'escalier étroit jusqu'au 2e étage et j'ai frappé. Entrée. Le bureau était petit mais ordonné. Des étagères remplies de codes juridiques, un bureau couvert de dossiers, une machine à café dans le coin. L'avocat s'est levé quand je suis entrée et a désigné la chaise en face de son bureau. « Merci d'être venu. » Je me suis assise, mon sac sur les genoux, les mains crispées. Mon père a brûlé la lettre. Maître Vidal a hoché la tête lentement. Je pensais qu'il le ferait. C'est pour ça que j'ai fait des copies. Il a ouvert un tiroir et a sorti un dossier cartonné fin. Il l'a placé sur le bureau entre nous. « Voici le dossier de l'affaire, » dit-il. « Procureur de la République contre X, 12 juin 1980. » Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. La première page était un rapport de gendarmerie. J'ai scanné les détails. Heure, lieu, nom de la victime. Claire Martin, 19 ans, étudiante, déclarée décédée sur les lieux. Cause du décès. Traumatisme contondant, délit de fuite. Véhicule. Possiblement une Peugeot 305, modèle fin des années 70, couleur sombre. Le conducteur a pris la fuite. J'ai tourné la page. Il y avait des photos. En noir et blanc, granuleuses, un tronçon de route départementale, des traces de pneus. Un corps recouvert d'un drap. Mes mains tremblaient. La voiture était immatriculée au nom de Richard Dubois, dit doucement l'avocat. Le fils de Marcel, votre père. Mais le temps que la police remonte l'immatriculation, Richard était parti. Nouveau nom, nouvelle sécurité sociale. Il a disparu. Comment Marcel l'a-t-il retrouvé? Ça a pris des années. Il a engagé des détectives privés. Il a suivi les traces administratives, les impôts, les certificats de mariage. Quand il a finalement retrouvé Richard, vous aviez 3 ans. Et Richard vivait sous le nom de Richard Mercier. J'ai fermé les yeux. Marcel a emménagé dans la maison voisine 6 mois plus tard, a continué Maître Vidal. Pas pour punir, pas pour menacer, mais pour veiller sur vous. Pour être près de la petite fille qu'il ne pouvait pas revendiquer. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé l'avocat. Pourquoi n'est-il pas allé voir la police? Parce qu'il vous aimait, a dit simplement Vidal, et il savait ce qui arriverait si votre père allait en prison. Je dois faire une pause ici,
car c'est là que tout dans ma vie s'est divisé en un avant et un après. Si vous avez déjà découvert un secret de famille qui vous a fait tout remettre en question, votre enfance, vos parents, votre propre identité, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Je les lis tous. Et si cette histoire vous touche, merci de liker et de vous abonner. Cela aide plus que vous ne le pensez. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai découvert ensuite. Maître Vidal m'a conduite chez Madame Lefebvre cet après-midi-là. Elle vivait en face de chez mes parents, dans un petit pavillon jaune avec un jardin plein de roses. Je l'avais vue 1000 fois en grandissant, saluant depuis son porche, arrosant ses fleurs, promenant son vieux chien, mais je ne lui avais jamais vraiment parlé. Elle a ouvert la porte avant que nous ne frappions, comme si elle nous attendait. « Anna, dit-elle doucement, je me demandais quand tu viendrais. » Elle nous a conduites dans un salon qui sentait le thé Earl Grey et la lavande. Nous nous sommes assis sur un canapé fleuri pendant qu'elle versait le thé d'une théière en porcelaine, ses mains stables malgré son âge. « Vous saviez ?» dis-je. « Je savais », a confirmé Madame Lefebvre. Elle a posé la théière et m'a regardé avec des yeux qui en avaient trop vu et qui étaient restés silencieux trop longtemps. Je le sais depuis 45 ans. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Elle a joint les mains sur ses genoux. « Parce que Marcel m'a demandé de ne pas le faire ?» Elle m'a raconté ce qu'elle avait vu cette nuit-là, le 12 juin 1980. Elle était restée éveillée tard, n'arrivant pas à dormir, assise près de la fenêtre de sa chambre avec une tasse de tisane. À 2 heures du matin, elle avait vu une voiture entrer dans l'allée des Dubois, une Peugeot 305 sombre avec le pare-choc avant enfoncé et un phare cassé. Richard en était sorti en titubant, jeune et terrifié. Marcel était sorti en robe de chambre. Ils s'étaient disputés sur la pelouse. Elle ne pouvait pas entendre les mots, mais elle voyait Richard gesticuler frénétiquement, Marcel agripper les épaules de son fils. Au matin, la voiture avait disparu. « Je voulais appeler la gendarmerie », a dit Madame Lefebvre, la voix épaisse. Mais Marcel est venu à ma porte cet après-midi-là et m'a supplié de ne pas le faire. Il a dit qu'il s'en occuperait. Il a dit que son fils se rendrait. Je l'ai cru. Elle a baissé les yeux vers son thé. Je ne savais pas que Richard s'était enfui jusqu'à des années plus tard, quand Marcel a emménagé à côté de ta famille. C'est là que j'ai compris que Marcel ne protégeait plus son fils. Il te protégeait toi. De retour au bureau de Maître Vidal, il a lu le testament à haute voix. C'était court, formel, mais chaque mot semblait être une main tendue à travers les années. Je sous-signais Marcel Jacques Dubois, saint de corps et d'esprit, lègue par la présente ce qui suit, à ma petite-fille, Anna-Marie Mercier, née Anna-Marie Dubois. Je lègue ma maison et tout son contenu, je lui lègue mes économies, 20 000 €, avec la demande qu'elle les utilise pour honorer la mémoire de Claire Martin, dont la vie a été volée et dont la famille n'a jamais reçu justice. Je lui lègue mes photographies, mes lettres et mon amour, des choses que je ne pouvais donner qu'à distance. Et je lui lègue la vérité que j'aurais dû lui donner il y a longtemps. La voix de l'avocat était stable, mais je pouvais voir le chagrin sur son visage. « Il y a plus », dit-il doucement, et il m'a tendu une seconde lettre, manuscrite, toute comme la première. Je l'ai dépliée. « Anna, j'ai failli à mon fils. Je l'ai élevé, aimé, et j'ai essayé de lui apprendre le bien et le mal. Mais quand cela comptait le plus, il a fui, et je ne l'ai pas arrêté. J'ai failli à Claire Martin, j'ai failli à sa famille. J'ai failli à tous ceux qui méritaient la vérité, mais je ne faillirai pas envers toi. Tu es la meilleure chose que Richard ait jamais faite, même s'il ne mérite pas le crédit. Tu es gentille, tu es courageuse. Tu es tout ce que j'aurais souhaité que mon fils soit. Dis la vérité, Anna. Pas pour la vengeance, pas pour punir, mais parce que Claire Martin mérite qu'on se souvienne d'elle. Parce que le silence est une forme de violence. Et parce que tu mérites de vivre dans la lumière, pas dans l'ombre des mensonges de quelqu'un d'autre. Je suis désolée de ne pas avoir pu être le grand-père dont tu avais besoin. Mais j'espère que d'une petite manière, j'ai été le grand-père que tu méritais. Avec tout mon amour, Marcel. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai tenue contre ma poitrine et j'ai pris une décision. Mon père a appelé le lendemain matin. J'étais dans mon appartement, assise à ma table de cuisine avec le testament et les lettres étalées devant moi. Quand j'ai vu son nom sur l'écran de mon téléphone, j'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. « Anna ». Sa voix était calme, trop calme.
Il faut qu'on parle. Je ne crois pas, non. Je ne le sens pas, ton. Écoute-moi attentivement, a-t-il dit, et la température de sa voix a chuté. Je sais ce que tu penses. Je sais ce que cet homme t'a raconté. Mais si tu poursuis cela, tu vas détruire notre famille. Ta mère ne te pardonnera jamais. La communauté se retournera contre toi. Tu perdras tout. J'ai déjà tout perdu, dis-je doucement. Non, ce n'est pas le cas. Mais ça le sera. Il fit une pause. Réfléchis à ce que tu fais, Anna. Tu choisis un homme mort, un homme que tu ne connaissais même pas, plutôt que tes parents vivants, ta famille, tout ce que nous avons construit. Tu l'as construit sur un mensonge. Je l'ai construit pour survivre. Sa voix s'est brisée juste une seconde et j'ai entendu quelque chose sous la colère, quelque chose de brut et désespéré. J'avais 23 ans. J'ai fait une erreur, j'ai paniqué et j'ai passé 45 ans à essayer de vivre avec. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Tu as raison, dit Suji. Je ne sais pas, parce que moi, j'aurais dit la vérité. Il est resté silencieux un long moment, puis, d'une voix glaciale, il a dit « Si tu rends ça public, je ferai en sorte que tu le regrettes. Je prendrai des avocats, je contesterai le testament. Je ferai de ta vie un enfer, tu me comprends? » J'ai fermé les yeux. « Adieu, papa. » J'ai raccroché. 2 minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS. « Tu détruis ton père pour un homme qui n'était qu'un lâche. J'espère que tu peux vivre avec ça. » J'ai éteint mon téléphone et j'ai appelé Maître Vidal. Pendant 3 jours, je n'ai pas quitté mon appartement. Je suis restée assise sur mon canapé à fixer le testament, les lettres, les photographies. J'ai lu le nom de Claire Martin encore et encore jusqu'à ce qu'il ressemble moins à celui d'une étrangère et plus à celui de quelqu'un envers qui j'avais une dette. Une fille de juste 19 ans qui n'avait jamais eu la chance de devenir autre chose. Mais le doute s'est insinué. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête. « Tu détruis ta famille. Tout le monde se retournera contre toi. Tu perdras tout. » Et s'il avait raison? Et si j'étais juste vindicative? Et si j'utilisais la mort de Marcel comme excuse pour punir mes parents pour une enfance que je n'arrivais pas à lâcher? J'ai appelé ma meilleure amie, Chloé. Elle a écouté pendant que je pleurais et que je lui racontais tout. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? » ai-je demandé. « Je pense, dit-elle lentement, que tu le sais déjà. Et je pense que tu as peur parce que faire ce qui est juste va te coûter cher. Mais Anna, parfois le prix du silence est plus élevé. » J'ai raccroché et je suis restée assise dans le silence de mon appartement. J'ai pensé à mon père, à l'homme qu'il était quand j'étais petite, avant que je comprenne ce que signifiait le silence. J'ai pensé à ma mère qu'il avait choisi lui plutôt que la vérité chaque jour. Et j'ai pensé à Marcel assis dans ce fauteuil à bascule pendant 40 ans, me regardant grandir à travers une fente dans une clôture, m'aimant de la seule façon qu'il pouvait. J'ai pris la photo, celle de mon père jeune homme, souriant comme si le monde lui devait quelque chose. Et j'ai pensé à Claire Martin, 19 ans, qui n'a plus jamais pu sourire comme ça. Je me suis levée. J'ai appelé Maître Vidal. « Je veux rendre ça public, dis-je. Tout. » Avant de rencontrer l'avocat, je suis retournée à la maison de mes parents une dernière fois. Pas pour les voir, juste pour voir la clôture. Je me suis garée dans la rue et j'ai fait le tour par l'arrière de la propriété. La palissade était toujours là, plus vieille maintenant, plus grise, certaines planches gondolées et fendues, mais elle se dressait toujours, haute de 3 mètres, bloquant tout. Je me suis agenouillée au coin où se trouvait la fente. Elle était toujours là, plus large maintenant. Le bois avait suffisamment pourri pour que je puisse voir à travers sans coller mon visage. J'ai regardé. La maison de Marcel était vide. Le fauteuil à bascule avait disparu. La terrasse était nue. Mais je pouvais encore l'imaginer là, patient, silencieux, attendant. Et je me suis souvenu d'avoir 8 ans et de trouver la poupée en bois, 10 ans et de trouver le livre, 12 ans et de trouver les crayons. Je me suis souvenu de chaque cadeau, de chaque geste silencieux, de chaque moment où je m'étais sentie vue par quelqu'un que je n'étais pas censée remarquer. Il avait été là toute ma vie, observant, protégeant, m'aimant de la seule façon qu'il pouvait. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à l'avant de la maison de Marcel. Maître Vidal m'avait donné la clé. À l'intérieur, la maison était petite et simple. Une seule chambre, une cuisine avec des appareils démodés, un salon avec un canapé usé et une étagère pleine de manuels de menuiserie.
Et sur la cheminée, une boîte. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines. Des photos de moi prises de loin, jouant dans le jardin, lisant sur le porche, marchant vers le bus scolaire. Chaque photo était étiquetée de l'écriture tremblante de Marcel. Anna, 8 ans, premier jour de CE2. Anna, 12 ans, lecture dans le jardin. Anna, 16 ans, jour du baccalauréat. Il ne m'espionnait pas. Il se souvenait. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré jusqu'à n'en plus pouvoir. Et puis j'ai appelé Maître Vidal. Faisons-le. Maître Vidal et moi nous sommes retrouvés à son bureau le lendemain matin. Il a versé du café dans 2 tasses dépareillées et en a posé une devant moi. « Vous êtes sûr de ça? » »« Je suis sûre. » Il a hoché la tête. « Alors voici ce que je recommande. Nous tenons une conférence de presse, petite, locale. Nous invitons le Progrès, peut-être 1 ou 2 autres médias. Nous présentons le testament, le dossier et le témoignage de Madame Lefebvre. Nous laissons les faits parler d'eux-mêmes. Vont-ils rouvrir l'enquête? Je ne sais pas, a dit Vidal. Honnêtement, cela fait 45 ans. Les preuves sont rares et le délai de prescription est un obstacle juridique majeur en France. Mais la vérité historique, elle, n'a pas de date de péremption. Si le procureur estime qu'il y a assez d'éléments pour vérifier les faits, ils le feront. J'ai entouré la tasse de mes mains. Et si mon père essaye d'arrêter ça, il peut essayer. Il peut menacer d'action en justice. Mais nous ne l'accusons de rien directement au sens pénal pour l'instant. Nous présentons simplement des documents publics et demandons des comptes. C'est la liberté d'expression. J'ai hoché la tête lentement. Il y a autre chose, dit l'avocat. Il a sorti un dossier de son bureau. J'ai essayé de localiser la famille de Claire Martin. Elle était orpheline. Pas de parents, pas de frères et sœurs, mais j'ai trouvé un oncle, le frère de son père. Il a 68 ans maintenant. Il vit près d'Annecy. Je l'ai contacté. Il a dit qu'il serait prêt à vous parler si vous le souhaitez. Ma gorge s'est serrée. Je le veux. Maître Vidal a fait glisser un morceau de papier sur le bureau, un nom, une adresse, un numéro de téléphone. Nous tiendrons la conférence de presse ce samedi, dit-il. À 14h, à la médiathèque municipale, c'est un espace public, un terrain neutre. Je contacterai une journaliste que je connais, Sophie Delorme. Elle est juste. Elle couvrira l'affaire avec précision. J'ai pris une inspiration. D'accord. Vos parents le sauront d'ici vendredi, a prévenu Vidal. La rumeur va courir. Êtes-vous prête pour ça? J'ai pensé aux photographies dans la maison de Marcel. Oui, dis-je. Je suis prête. La nouvelle a fuité le jeudi. Je ne sais pas comment mon père l'a découvert. Peut-être avait-il un ami au tribunal. Peut-être surveillait-il les mouvements de l'avocat. Peut-être était-ce juste l'instinct. Mais il savait. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. « Tu vas vraiment faire ça? » Sa voix était plate, vidée de colère, juste épuisée. « Oui? Tu vas le regretter, Anna. »« Peut-être. Mais au moins je pourrais me regarder dans le miroir. » Il n'a pas répondu tout de suite. Puis doucement, il a dit « Tu ne comprends pas ce que tu me prends. Je comprends exactement ce que je te prends. La même chose que tu as prise à Claire Martin. » Il a raccroché. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. « Anna, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ton père a fait une erreur il y a longtemps, mais c'est un homme bon. Il a été un bon père pour toi. Est-ce que ça ne compte pas? La loyauté ne signifie rien pour toi. Cet homme, Marcel, ce n'était pas la famille. C'était un étranger qui ne pouvait pas lâcher prise. Et maintenant, tu le laisses nous détruire depuis sa tombe. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. » Sa voix s'est brisée à la fin. J'ai effacé le message. Cet après-midi-là, Maître Vidal a appelé. L'avocat de votre père m'a contacté. Il menace de déposer un référé pour empêcher la conférence de presse. Ça ne tiendra pas. Il n'y a pas de base légale, mais ils essaient. Laissez-les essayer, maître, dis-je. Vous allez bien? J'ai regardé autour de mon appartement, les meubles Ikea, la vaisselle d'occasion, la vie que j'avais construite loin de mes parents. Ça ira, dis-je. Vendredi soir, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai écrit ce que j'allais dire. Pas un discours, juste la vérité. Simple, claire, indéniable. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible.
Si vous avez déjà dû choisir entre maintenir la paix et dire la vérité, même quand cela vous coûtait tout, je veux entendre votre histoire. Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous êtes toujours avec moi, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Vous êtes sur le point de voir ce qui s'est passé quand j'ai cessé d'être la fille silencieuse pour devenir la femme que mon grand-père croyait que je pouvais être. Voici ce qui s'est passé ensuite. J'ai passé la nuit de vendredi dans la maison de Marcel. Cela semblait juste, d'une certaine manière. Dormir dans la maison qui aurait dû faire partie de ma vie depuis le début. Je me suis allongée dans son lit, un cadre en bois simple, un matelas fin, des draps qui sentaient légèrement le cèdre, et j'ai fixé le plafond. J'ai pensé à lui allonger ici, nuit après nuit, année après année, sachant que son fils était juste de l'autre côté de la clôture, sachant que sa petite fille grandissait sans lui. Je me suis demandé s'il s'était senti seul. Je savais que oui. Le matin, j'ai pris une douche et je me suis habillée avec les vêtements les plus simples que je possédais. Un chemisier blanc, un pantalon bleu marine, des chaussures plates. Je ne voulais pas avoir l'air sophistiqué ou apprêté. Je voulais juste avoir l'air honnête. J'ai mangé des tartines à la table de cuisine de Marcel et bu du café dans une tasse ébréchée. J'ai relu le testament une fois de plus. J'ai regardé le nom de Claire Martin dans le rapport de police et mémorisé les détails. 19 ans, étudiante, orpheline, enterrée dans un cimetière communal avec une petite pierre tombale en granit et personne pour lui rendre visite. J'ai plié les papiers soigneusement et je les ai mis dans un dossier en cuir que l'avocat m'avait donné. À 13h30, j'ai verrouillé la porte de la maison de Marcel, ma maison maintenant, et j'ai conduit jusqu'à la médiathèque. Le bâtiment était ancien et beau, avec des murs en briques rouges et de hautes colonnes blanches. J'y étais allée 100 fois enfant, pour emprunter des livres, assister à l'heure du conte. Maintenant, j'y entrais pour raconter une histoire que personne ne voulait entendre. Maître Vidal m'attendait dans le hall. Madame Lefebvre était là aussi, vêtue d'un gilet lavande, les mains jointes sur son sac à main. « Prête ?» demanda Vidal. J'ai hoché la tête. Nous avons marché dans le couloir jusqu'à la salle polyvalente et je suis entrée dans le reste de ma vie. La salle était petite, peut-être 30 chaises disposées en rangée, une table à l'avant avec un micro, un pupitre sur le côté. Une vingtaine de personnes étaient déjà assises. J'en ai reconnu certaines. Des voisins de la rue de mes parents, des gens que j'avais vus à l'épicerie, à la poste. D'autres que je ne connaissais pas. Une femme au premier rang avait un appareil photo. Un homme à côté d'elle tenait un dictaphone. Sophie Delorme, du Progrès. Elle a croisé mon regard et a hoché la tête. J'ai marché vers l'avant de la salle, mon cœur battant si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Maître Vidal et Madame Lefebvre se sont assis sur des chaises derrière la table. Je me suis tenue au pupitre et j'ai ajusté le micro. La salle est devenue silencieuse. J'ai regardé les visages, certains curieux, certains méfiants, d'autres simplement en attente. Et j'ai vu au fond 2 silhouettes se glisser par la porte. Mon père, ma mère. Ils ne se sont pas assis. Ils sont restés debout contre le mur, les bras croisés, observant. J'ai croisé le regard de mon père. Il n'a pas détourné les yeux. Moi non plus. Je me suis éclairci la voix et j'ai commencé. « Je m'appelle Anna Mercier, dis-je, la voix stable malgré le tremblement de mes mains. J'ai 28 ans. Je suis institutrice et il y a 3 semaines, je suis allée à l'enterrement d'un homme qu'on m'avait dit de craindre toute ma vie. J'ai fait une pause. Il s'appelait Marcel Dubois et c'était mon grand-père. Une vague de murmures a parcouru la salle. J'ai continué. Je suis ici aujourd'hui parce que mon grand-père m'a laissé un testament. Et dans ce testament, il m'a révélé une vérité qui était enterrée depuis 45 ans. Une vérité sur un délit de fuite, la mort d'une jeune femme et une famille qui a choisi le silence plutôt que la justice. J'ai ouvert le dossier sur le pupitre. Je suis ici pour briser ce silence. Je ne connaissais pas Marcel Dubois, dis-je en regardant la salle. Mes parents s'en sont assurés. Ils ont construit une palissade de 3 mètres pour le tenir à l'écart. Ils l'ont poursuivi en justice 3 fois. Ils m'ont dit qu'il était dangereux, instable, une menace pour notre famille. Et je les ai crus parce que c'est ce que font les enfants. J'ai pris une inspiration. Mais quand Marcel est mort et que je suis devenue la seule personne à ses funérailles, son avocat m'a donné une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un testament, une lettre
et la vérité sur qui était vraiment Marcel. J'ai tenu la photographie de mon père jeune homme. Voici mon père, Richard Mercier. Mais ce n'était pas toujours son nom. Il y a 45 ans, il était Richard Dubois, le fils de Marcel. Et le 12 juin 1980, il en a été impliqué dans un accident de voiture qui a tué une jeune femme de 19 ans nommée Claire Martin. Les murmures se firent plus forts. J'ai vu Sophie Delorme se pencher en avant, son stylo bougeant rapidement sur son carnet. Mon père a fui les lieux, ai-je continué. Il a changé de nom. Il a construit une nouvelle vie. Et Marcel, l'homme qui aurait dû le dénoncer, l'homme qui aurait dû exiger justice, a fait un choix différent. Il a choisi de garder le silence, non pas pour protéger mon père, mais pour me protéger moi. J'ai regardé mes parents au fond de la salle. La main de ma mère était sur sa bouche. Mon père était figé, le visage pâle. Marcel a emménagé dans la maison voisine quand j'avais 3 ans, dis-je. Il a passé les 25 années suivantes à me regarder grandir à travers une fente dans une clôture. Il m'a laissé des cadeaux, il a gardé des photos. Il m'a aimé de la seule façon qu'il pouvait, à distance, parce qu'il savait que s'il se manifestait, s'il disait la vérité, je perdrais mon père et il ne pouvait pas me faire ça. J'ai fait une pause. Mais moi, je peux. Je me suis écartée et j'ai fait signe à Maître Vidal. Il s'est levé, a ajusté ses lunettes et a pris le testament. Sa voix était calme, claire, stable. Ceci est le dernier testament de Marcel Jacques Dubois, exécuté le 14 septembre de cette année, 6 semaines avant sa mort. Il se lit comme suit, commença-t-il. Je, Marcel Jacques Dubois, saint de corps et d'esprit, lègue par la présente à ma petite-fille, Anna Marie Mercier, née Anna-Marie Dubois, ma maison et tout son contenu. Je lui lègue mes économies, 20 000 €, avec la demande qu'elle les utilise pour honorer la mémoire de Claire Martin, dont la vie a été volée et dont la famille n'a jamais reçu justice. Quelqu'un dans le public a laissé échapper un petit cri étouffé. L'avocate a continué. Je lui lègue mes photographies, mes lettres et mon amour, des choses que je ne pouvais donner qu'à distance, et je lui lègue la vérité que j'aurais dû lui donner il y a longtemps. Il s'est arrêté, puis a lu la section finale. À mon fils, Richard Dubois, qui se fait maintenant appeler Richard Mercier, je ne laisse rien d'autre que ceci. Je te pardonne, mais le pardon n'efface pas ce que tu as fait. J'espère qu'un jour tu trouveras le courage d'y faire face. Maître Vidal a reposé le testament. La salle était silencieuse. Puis il a pris la lettre, celle que Marcel m'avait écrite, et a commencé à lire. J'ai failli à mon fils, Lutte Vidal, la voix chargée d'émotion. Je l'ai élevé, aimé, et j'ai essayé de lui apprendre le bien et le mal, mais quand cela comptait le plus, il a fui. Et je ne l'ai pas arrêté. J'ai pas failli à Claire Martin. J'ai failli à sa famille. J'ai failli à tous ceux qui méritaient la vérité. Mais je ne faillirai pas envers toi. J'ai vu Madame Lefebvre essuyer ses yeux. J'ai vu Sophie Delorme écrire plus vite. Et j'ai vu ma mère se tourner et sortir de la pièce. Mon père est resté. Je suis retournée au pupitre et j'ai ouvert le dossier de l'affaire. Ceci, dis-je en tenant que la première page, est le rapport de gendarmerie du 12 juin 1980. Il documente la mort de Claire Martin sur la départementale 28. Elle a été percutée par un véhicule. Les témoins ont signalé une Peugeot 305 sombre, modèle fin des années 70. Le conducteur a pris la fuite. Claire a été déclarée décédée sur place. Elle avait 19 ans, elle n'avait pas de famille. L'affaire a été classée en 1985. J'ai posé le rapport sur la table pour que Sophie puisse le photographier. Ceci, ai-je continué en tenant un autre document, est le certificat d'immatriculation d'une Peugeot 305 de 1968, bleu foncé, enregistré au nom de Richard Dubois à une adresse près de Lyon. La voiture a été déclarée vendue à une casse en Clanquin. Il n'y a aucune trace d'elle après cela. J'ai regardé directement mon père. Et ceci, dis-je, en tenant une photocopie d'une demande de sécurité sociale, est la documentation pour Richard Mercier, un nom qui n'existait pas avant 1941. La mâchoire de mon père s'est crispée. Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit devant un tribunal, dis-je prudemment. Je ne suis pas procureur, je ne suis pas juge. Je suis juste quelqu'un qui croit que Claire Martin mérite qu'on se souvienne d'elle, que sa mort mérite d'être reconnue.
et que les personnes responsables d'avoir enterré la vérité doivent rendre des comptes. J'ai fermé le dossier, et cette affaire n'a jamais été résolue. Bien que la prescription juridique soit un obstacle, la vérité n'a pas de date de péremption. Je demande aux autorités de réexaminer ce dossier pour établir les faits historiques, et je demande à quiconque a des informations, quiconque se souvient de cette nuit-là, de se manifester. J'ai fait une pause. Parce que le silence n'est pas une protection, c'est de la complicité. La salle a éclaté en murmures. Sophie Delorme a levé la main. « Mademoiselle Mercier, votre père a-t-il un commentaire ?» Je l'ai regardé, il n'a pas bougé. Maître Vidal s'est levé. « Nous avons un témoin qui aimerait parler. Madame Hélène Lefebvre vit en face de la famille Mercier depuis 40 ans. Elle était voisine de Marcel Dubois en Canacata, Madame Lefebvre. Hélène s'est levée lentement, lissant son gilet, et s'est approchée du micro. Sa voix était calme, mais elle portait. « Je m'appelle Hélène Lefebvre. J'ai 68 ans et je porte un secret depuis 45 ans. » Elle a regardé le public. La nuit du 12 juin 1980, je ne pouvais pas dormir. J'étais assise près de la fenêtre de ma chambre avec une tasse de thé. À 2 heures du matin, j'ai vu une voiture entrer dans l'allée des Dubois. C'était une Peugeot 305 sombre. Le pare-choc avant était enfoncé. Le phare était cassé. Un jeune homme en est sorti, Richard Dubois. Il avait 23 ans à l'époque. Elle a jeté un coup d'œil vers mon père. Son père, Marcel, est sorti. Ils se sont disputés. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je voyais que Richard était bouleversé, frénétique. Marcel essayait de le calmer. Le lendemain matin, la voiture avait disparu. Les mains de Madame Lefebvre tremblaient légèrement alors qu'elle s'agrippait au pupitre. Marcel était venu chez moi cet après-midi-là. Il m'a demandé de ne pas appeler la gendarmerie. Il a dit que Richard se rendrait. Il a dit qu'il s'assurerait que justice soit faite. Je l'ai cru. Je lui ai fait confiance. Sa voix s'est brisée. Mais Richard ne s'est jamais rendu. Il a disparu. Et je n'ai pas su ce qui s'était passé jusqu'à des années plus tard, quand Marcel a emménagé à côté de cette famille. C'est là que j'ai compris que Marcel essayait de protéger sa petite fille, Anna. Il a tout sacrifié pour la garder en sécurité. Elle m'a regardée, les yeux humides. J'aurais dû parler plus tôt. Je suis désolée, Anna. Je suis désolée, Claire. Elle a reculé. La salle était totalement silencieuse. La porte au fond de la salle s'est ouverte avec fracas. Mon père a descendu l'allée, le visage tendu par une fureur contenue. Ma mère était revenue, traînant derrière lui, le visage baigné de larmes. « C'est de la diffamation », a dit mon père d'une voix forte. « Vous n'avez aucune preuve, juste des accusations d'un homme qui était obsédé par ma famille et d'une voisine qui se souvient mal de quelque chose d'il y a 40 ans. Je ne me suis pas levée, je n'ai pas élevé la voix, je l'ai juste regardé. »« Alors conteste-le, dis-je calmement. Si c'est de la diffamation, poursuis-moi. Si Hélène ment, présente des preuves. Si le dossier est fabriqué, prouve-le. » Ses mains se sont serrées en poing. « J'ai ton acte de naissance, » ai-je continué. « J'ai l'immatriculation du véhicule. J'ai le rapport de police. J'ai un témoin avec des traces écrites, des dates, des heures, des détails. Elle a noté ça le lendemain des faits. Si j'ai tort, montre-moi où. » Sophie Delorme s'est levée. « Monsieur Mercier, souhaitez-vous faire une déclaration? » Il l'a fixée, puis moi, puis les visages qui le regardaient depuis chaque coin de la pièce. Sa bouche s'est ouverte, fermée. Maître Vidal s'est levé, sa voix mesurée et professionnelle. « Monsieur Mercier, ceci est une réunion publique. Si vous avez des preuves pour contester ces affirmations, je vous encourage à les présenter. Sinon, je vous demanderai de laisser Mademoiselle Mercier terminer. » Pendant un moment, j'ai cru que mon père allait crier, se jeter en avant, faire quelque chose, n'importe quoi pour arrêter ça. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté là figé, comme si le poète de 45 ans l'avait enfin rattrapé. Puis il s'est retourné et est sorti. Ma mère m'a regardé une dernière fois, le visage mélangeant chagrin et fureur, et l'a suivi. La porte s'est refermée derrière eux. Puis, quelqu'un dans le public a commencé à applaudir, puis un autre, puis toute la salle. Dès le soir même, l'histoire était partout. Le Progrès a publié l'article de Sophie Delorme en ligne à 18 heures. Le titre disait « Une institutrice révèle une dissimulation de 45 ans. Le testament du grand-père dévoile un secret de famille. » L'article était complet, juste,
Il citait moi, Maître Vidal et Madame Lefebvre. Il incluait des scans du rapport de police et de l'immatriculation du véhicule. Il référençait le dossier et notait que l'affaire était juridiquement complexe, mais moralement accablante. À minuit, il avait été partagé plus de 2000 fois. Les stations de radio locales en ont parlé dans les émissions matinales. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des SMS pour demander si c'était vrai, si j'allais bien, s'ils pouvaient me faire quelque chose. Certains messages étaient de soutien. « Tu es si courageuse? Je suis fière de toi. Claire Martin mérite justice. » D'autres ne l'étaient pas. « Comment as-tu pu faire ça à ton propre père? Tu détruis ta famille pour attirer l'attention. C'est dégoûtant. Tu devrais avoir honte. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le lundi matin, j'ai reçu un appel du commissariat de police. « Mademoiselle Mercier, ici le capitaine Marc Dupuis. Je vous appelle concernant le dossier que vous avez présenté ce week-end. Nous avons examiné les éléments et nous aimerions vous parler. Le procureur a demandé une enquête préliminaire sur la mort de Claire Martin. » Je me suis assise sur mon canapé, les mains tremblantes. « Merci, ai-je chuchoté. Nous devrons vous auditionner, ainsi que Madame Lefebvre et votre père. Nous vous recontacterons bientôt. » Quand j'ai raccroché, j'ai appelé Maître Vidal. « Il rouvre l'enquête, dis-je. » Il n'a pas semblé surpris, juste fatigué. « Bien, c'est bien, Anna. » Je suis restée assise dans le silence de mon appartement et j'ai pensé à Marcel. J'espérais qu'où qu'il soit, il le savait. L'enquête a avancé lentement. Le capitaine Dupuis m'a interrogé en premier. Il avait la cinquantaine, patient et méthodique, avec un carnet dans lequel il écrivait à la main. Il m'a demandé de tout lui raconter. L'enterrement, le testament, les lettres, le dossier. « Votre grand-père vous a-t-il déjà dit directement que votre père était responsable ?» a-t-il demandé. « Non, mais il a laissé la documentation. » « Avez-vous des preuves matérielles? La voiture, des vêtements, quelque chose de cette nuit-là? » « Non, juste les archives. » Il a hoché la tête et a noté quelque chose. Une semaine plus tard, ils ont interrogé Madame Lefebvre. Elle a apporté son journal de Pénenquête, un petit carnet relié en cuir avec son écriture sur chaque page. Le 13 juin 1981, elle avait écrit « Vue R. Dubois rentrait tard la nuit dernière, 2 heures. Voiture endommagée, pare-choc avant, phare. Dispute avec le père dans l'allée, voiture disparue ce matin, quelque chose ne va pas. » Le capitaine Dupuis a pris des photos de l'entrée. Ensuite, ils ont convoqué mon père. Il a refusé de parler sans avocat. Son avocat, un homme en costume coûteux d'un grand cabinet lyonnais, a publié une déclaration. Monsieur Mercier nie catégoriquement toute implication dans l'incident décrit. Il ne fera aucun commentaire pour le moment. 3 semaines plus tard, le capitaine Dupuis m'a rappelé. « Mademoiselle Mercier, je voulais vous tenir au courant. Nous avons examiné toutes les preuves disponibles. Malheureusement, le véhicule en question a été détruit en 1981. Il n'y a pas de preuves matérielles, pas d'ADN, pas d'éléments médico-légaux. Le témoignage est convaincant, mais sans corroboration matérielle et compte tenu de la prescription des faits, il est impossible d'engager des poursuites pénales. » J'ai fermé les yeux. Cependant, a-t-il continué, le dossier restera archivé avec ces nouveaux éléments. La vérité est désormais établie dans les registres. Et je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait comptait. Le nom de Claire Martin n'est plus un dossier froid. Les gens savent ce qui lui est arrivé. Ça compte. « Merci, dis-je doucement, mais je savais que ce n'était pas fini. Mon père m'a appelé un jeudi soir de novembre. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi, un dernier fil d'espoir têtu, m'a fait décrocher. « Anna. » Sa voix semblait différente, creuse, fatiguée. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. Il y eut un long silence. Puis il a dit « Je dois te dire quelque chose. » Je n'ai pas répondu. « J'avais 23 ans, dit-il doucement. J'avais bu. Je n'aurais pas dû conduire, mais je pensais que ça allait. Il était tard. La route était déserte. Et puis elle était juste là. Je ne l'ai pas vue avant qu'il ne soit trop tard. » Mon souffle s'est coupé. J'ai freiné, mais... Sa voix s'est brisée. Elle s'est passée par-dessus le capot. J'ai entendu le bruit. J'ai arrêté la voiture et je suis sortie et elle était juste allongée là. J'ai essayé de la réveiller. J'ai vérifié son pouls, mais elle était partie. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille. Tout mon corps tremblait. J'ai paniqué,
a-t-il continué. Je suis remonté dans la voiture et j'ai conduit. Je n'ai pas appelé les secours. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste conduit, et quand je suis arrivé à la maison, je savais que j'avais tout gâché. « Tu aurais pu te rendre, ai-je chuchoté. Je sais que j'aurais dû. Mon père m'a supplié de le faire, mais j'étais terrifiée. Je pensais que je perdrais tout, mon avenir, ma liberté, ma vie. Alors j'ai fui, j'ai changé de nom, j'ai enterré ça. Et je me suis dit que si je continuais juste à avancer, ça disparaîtrait. Ça n'a pas disparu, dis-je. Non, ça n'a pas disparu. Il a expiré d'une manière tremblante. Marcel a passé le reste de sa vie à payer pour ce que j'ai fait, et je l'ai laissé faire. J'ai essuyé mes yeux. Je suis désolée, Anna, je suis tellement désolée. Dis-le à la famille de Claire Martin, dis-je. Dis-le à la police, dis-le à tout le monde. Je ne peux pas. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai raccroché. Maître Vidal a retrouvé l'oncle de Claire Martin début décembre. Il s'appelait Gérard Martin. Il avait 68 ans, un électricien à la retraite vivant dans une petite ville près d'Annecy. Il avait été le frère cadet du père de Claire, la seule famille qu'elle avait eue après la mort de ses parents dans un incendie quand elle avait 16 ans. L'avocat a organisé une rencontre dans une brasserie à mi-chemin entre Lyon et Annecy. J'ai apporté les 20 000 € que Marcel avait laissés, plus 10 000 de mes propres économies. Ce n'était pas assez. Ce ne serait jamais assez. Mais c'était quelque chose. Gérard était un petit homme aux cheveux blancs et aux yeux gentils et fatigués. Il s'est levé quand je suis entrée et m'a serré la main doucement. « Vous devez être Anna. »« Oui, monsieur. » Nous nous sommes assis dans un box près de la fenêtre. Je ne savais pas comment commencer, alors je lui ai juste dit la vérité. Je lui ai parlé de Marcel, du testament, de la conférence de presse et de l'enquête. Et je lui ai dit que j'étais désolée, tellement désolée, qu'il a fallu 45 ans pour que quelqu'un prononce le nom de Claire à haute voix. Gérard a écouté calmement. Quand j'ai fini, il a hoché la tête. « Je me suis toujours demandé, dit-il. Après sa mort, la police a dit que c'était un délit de fuite. Ils ont dit qu'ils trouveraient qui avait fait ça, mais ils ne l'ont jamais fait. Et après un moment, j'ai arrêté de demander. Je pensais que peut-être ça n'avait plus d'importance. « Ça a de l'importance, dis-je. Il m'a regardé avec des yeux humides. « Merci de vous être souvenu d'elle. » Je lui ai tendu l'enveloppe avec l'argent. « C'est de la part de Marcel Dubois, dis-je. Et de ma part. Je sais que ça ne la ramènera pas. » Mais Marcel voulait que sa famille sache qu'elle n'était pas oubliée. Gérard a ouvert l'enveloppe, a regardé le chèque et a fermé les yeux. « C'était une bonne gamine, a-t-il chuchoté. Elle méritait mieux. » Oui, elle méritait mieux. Nous sommes allés au cimetière ensemble cet après-midi-là. En février, le parquet a publié une déclaration. Après un examen approfondi de tous les éléments disponibles, il a été déterminé qu'il n'y a pas de preuves matérielles suffisantes pour engager des poursuites pénales concernant la mort de Claire Martin en 1980. Bien que les témoignages et les éléments circonstanciels suggèrent l'implication de Richard Mercier, anciennement Richard Dubois. L'absence de preuves médico-légales, la destruction du véhicule et la prescription des faits empêchent toute action en justice. Le dossier restera clos. J'ai lu la déclaration 3 fois. Je n'étais pas surprise. Maître Vidal m'avait prévenu, mais cela ressemblait quand même à une porte qui se fermait. Mon père n'irait pas en prison, mais il n'était pas libre non plus. En 2 mois, son cabinet de conseil financier s'est effondré. Les clients sont partis. Les recommandations ont cessé. Les murmures le suivaient partout. Au supermarché, à la banque, partout, les gens savaient. Ma mère a déménagé en mars. Elle a demandé la séparation et est partie vivre chez sa sœur à Bordeaux. Elle ne m'a pas contactée. Je ne l'ai pas contactée. En avril, mon père a vendu la maison. Il a déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, un endroit où personne ne connaissait son nom. Il m'a appelée une fois de plus en mai. « Anna, dit-il doucement, je voulais juste dire, je sais que tu ne me pardonneras jamais, mais je veux que tu saches ce que je suis désolée pour tout ça. » Je n'ai pas raccroché, j'ai juste écouté. J'ai tout détruit, a-t-il continué. Ma famille, ma vie, la vie de Marcel, la vie de Claire, je le sais, et je dois vivre avec ça. Oui, dis-je doucement, tu le dois. Il y eut une longue pause. J'espère qu'un jour tu trouveras la paix, papa. Papa, dis-je, mais je ne peux pas faire partie de ta vie tant que tu n'auras pas affronté ce que tu as fait publiquement.
Je ne peux pas. Alors c'est un adieu. J'ai raccroché et je n'ai pas rappelé. Je vis dans la maison de Marcel maintenant. Il m'a fallu quelques mois pour emménager complètement, pour peindre les murs, pour remplacer les vieux meubles, pour faire de cet endroit le mien. Mais cela semble juste, comme rentrer à la maison dans un endroit dont j'ignorais qu'il me manquait. J'ai abattu la clôture. Cela a pris 2 week-ends et une tronçonneuse de location, mais j'ai arraché chaque planche, chaque poteau, chaque morceau de bois qui avait tenu mon grand-père et moi séparés pendant 28 ans. À la place, j'ai planté une haie de rosiers, des roses blanches, les préférées de Claire, selon Gérard. La maison elle-même est petite, mais elle est pleine de lumière maintenant. J'ai peint les murs en gris doux et j'ai accroché des photos sur chaque surface. Des photos de Marcel, des photos de moi enfant, des photos de Claire que Gérard m'a données. Elle sourit sur toutes, jeune et brillante, et pleine d'un avenir qu'elle n'a jamais pu vivre. J'ai lancé une bourse d'études au nom de Marcel et Claire. C'est petit, juste 2 prix par an, 1 500 € chacun, pour des étudiants qui ont perdu leurs parents et veulent étudier l'éducation ou le travail social. Les 2 premiers bénéficiaires ont été annoncés le mois dernier. J'ai pleuré quand j'ai lu leur dissertation. Madame Lefebvre vient prendre le thé tous les dimanches. Elle apporte des sablés et me raconte des histoires sur Marcel, l'homme silencieux qui réparait la rambarde de son Porsche sans qu'on le lui demande, qui déneigeait son allée chaque hiver, qui n'a jamais cessé d'être gentil, même quand le monde était cruel envers lui. « Il t'aimait tellement », m'a-t-elle dit une fois. « Il disait toujours que tu étais la seule bonne chose que Richard ait jamais faite. » Je ne parle plus à mes parents. Ça fait mal. Mais certaines blessures ne guérissent pas avec le silence. Elles guérissent avec la distance. Et j'apprends à être en paix avec ça. Je m'assois sur le Porsche de Marcel parfois, mon Porsche maintenant, dans le même fauteuil à bascule où il s'est assis pendant 40 ans. D'ici, je peux voir la maison où j'ai grandi. De nouvelles personnes y vivent maintenant, un jeune couple avec un enfant en bas âge. Ils font signe quand ils me voient. Je fais signe en retour. La clôture a disparu. La fente a disparu. Le mur entre nous a disparu. Et je pense à ce que Marcel a écrit dans sa lettre. Je ne pouvais t'aimer qu'à distance. Pendant 40 ans, il m'a regardé grandir à travers un trou dans une clôture. Il m'a laissé des cadeaux que je ne comprenais pas. Il a gardé des photographies qu'il ne pouvait jamais me montrer. Il est allé au tribunal, a enduré des procès, a vécu dans l'isolement. Tout ça pour que je puisse avoir un père, même si ce père ne me méritait pas. Il a tout sacrifié et il n'a jamais rien demandé en retour. Je pensais que l'amour devait être bruyant, grandiose, visible. Mais Marcel m'a appris que l'amour le plus profond est souvent le plus silencieux. C'est l'amour qui ne demande pas de reconnaissance. L'amour qui protège sans être vu. L'amour qui tient bon même quand lâcher prise serait plus facile. Je pense à mon père parfois. Je me demande s'il pense à Claire, s'il pense à Marcel, s'il pense à Anne, s'il pense à moi. J'espère qu'il le fait. Pas parce que je veux qu'il souffre, mais parce que je veux qu'il comprenne ce qu'il a perdu. Pas seulement sa réputation, ou son entreprise, ou sa famille, mais la chance d'être le genre de personne qui dit la vérité. Le genre de personne qui affronte ce qu'elle a fait. Le genre de personne qui était Marcel. Je ne déteste pas mon père, mais je ne le pardonne pas non plus. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées tant qu'elles ne sont pas pleinement affrontées. Et il n'en est pas encore là. Peut-être qu'il ne le sera jamais, mais moi, je le suis. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si elle vous a ému, si elle vous a fait réfléchir à votre propre famille, à vos propres murs, à vos propres silences, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Dites-moi quelle vérité vous avez eu peur de raconter. Je les lis tous et vos histoires contentent. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Cette chaîne était plus que de simples histoires. C'est à propos de trouver le courage de vivre honnêtement, même quand c'est difficile. Il y a plus d'histoires comme celle-ci dans la description ci-dessous. Cliquez sur la prochaine vidéo et continuons ensemble. Rappelez-vous, vous ne devez votre silence à personne, pas même à la famille.